Tom Laperche a recruté Franck Camas, seul marin quadruple vainqueur de la Route du Café, pour essayer d'accrocher une première grande victoire sur l'ultime SVR Lazartigue. Alors bonjour messieurs, est-ce que Tom, tu peux me présenter ton voisin? Franck Camas. Ah, il s'est pas trompé. C'est bon. Co-skipper pour la Transat Café l'Or avec moi sur le trimaran SVR Lazartigue. Et puis voilà, il nous a rejoint dans l'équipe autour du trimaran il y a 6 mois. Hyper bénéfique d'avoir son expérience technique, tout son bagage technique de ces nombreuses années aussi variées qu'on peut faire en course au large et en voile, je veux dire de manière générale, de la Coupe de l'Amérique à la course au large. Et évidemment aussi un super marin. Pas sur l'eau, j'ai forcément confiance en lui. Franck, même exercice, qui est ton voisin? Alors Tom Laperche, un petit jeune qui va aller loin, qui est déjà assez loin d'ailleurs, beaucoup. Et voilà, quelqu'un qui veut aller loin, qui est ambitieux, qui est rigoureux, qui réfléchit dans le bon sens, qui a un bon état d'esprit. Donc il n'y a rien qui va l'arrêter. Hein. Et puis j'espère que je ne vais surtout pas le freiner pour avancer au plus vite et qu'on va faire ensemble une belle aventure. Alors cette aventure, elle arrive. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette Transat Café l'Or? Qu'est-ce qu'elle c'est dans ton imaginaire? Bon, cette Transat Café l'Or, c'est une des plus belles courses en double qui existe dans la course au large. Elle est assez longue, quasiment 2 semaines de course. Donc c'est quand même une aventure qui dure un petit moment, sur laquelle il faut trouver un rythme particulier, parce qu'en double, il faut réussir à bien s'alterner. Et puis j'ai participé 3 fois et surtout 2 fois avec François sur ce trimaran SVR, avec des places des deuxièmes places. On était au super niveau, très proche avec les autres, mais forcément on continue de travailler pour essayer de remporter la course. Donc le joker, la carte maîtresse, c'est Franck pour aller chercher la première place? Dans les changements, non, c'est évidemment. Non, c'est pas cette manière-là qu'il faut voir les choses, mais non, c'est un travail commun avec toute une équipe, avec l'objectif de faire progresser au maximum ce trimaran, de nous se donner sur l'eau et puis voilà, qu'on soit tous vers l'émulsion pour faire le meilleur. Et si la dynamique elle est bonne, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de performance au bout. Franck, ça a jalonné ta carrière, hein, ces victoires sur la Transat. Tu es le seul à pouvoir aller chercher une 5e victoire. Comment toi tu la vois, cette course, comme un rendez-vous régulier que tu retrouves avec plaisir? Ouais, j'ai toujours eu beaucoup d'affect avec cette course et de réussite finalement. Ça a été ma première transat, grande transat que j'ai gagnée à l'époque des Orma 60. Et je trouvais à l'époque avec ces bateaux, la formule du double était vraiment parfaite. En solo, c'était des bateaux un peu volages et du mal à maîtriser sereinement ce genre de bateau. Du coup, on était un peu en deçà dans la façon de mener les bateaux. Et le double, on pouvait vraiment pousser les machines. Et donc, pour le multicoque, je trouve que le double, c'est une super formule parce qu'il reste une dimension quand même d'équipage réduit. Il faut réussir à être autonome à 2 sur des grosses machines comme ça. C'est un beau challenge déjà, humain. Et tactiquement, voilà, pousser les bateaux, ça veut dire que la régate est beaucoup plus serrée, qu'on se doit de développer des bateaux de très haut niveau et que ça ne se joue pas que sur l'humain. Donc ça fait un mélange extrêmement riche. C'est pour ça que je trouvais que la Transat en double était parfait comme formule. Et puis en plus, on va visiter des pays différents avec Transat Jacques Vabre et maintenant Café l'Or. Et du coup, c'est des parcours différents, beaucoup plus complexes que des simples transats. On va, notamment avec les ultimes, passer l'équateur 2 fois. On est allé au Brésil, on va en Martinique, mais on passe quand même l'équateur. Donc stratégiquement, c'est beaucoup plus ouvert qu'une simple transat, on va dire. Donc c'est pas une simple transat. Tom, raconte-moi ce qu'amène Franck. Tu as appris ce bateau avec François, qui était déjà un sérieux professeur. Voilà, quand tu le regardes fonctionner sur le bateau, qu'est-ce qui t'a apporté là dans ces 6 premiers mois de navigation? Déjà, je suis hyper content que Franck était ravi de la proposition et tout de suite motivé pour venir naviguer avec moi et rejoindre aussi cette équipe et ce trimaran SVR Lazartigue qui a déjà 4 ans et en même temps ces bateaux-là, il faut tout le temps les faire progresser. Donc je pense que dans la phase où on était dans ce projet, j'étais content de bénéficier de l'expérience technique de Franck pour continuer à développer le bateau, à passer un peu ce cap, essayer de continuer à le faire progresser en tout cas au niveau performance et fiabilité. Et puis c'est vrai que les dernières années avec François où j'ai découvert l'ultime et sa façon de faire
vraiment les astuces et la façon de mener ce genre de bateau, ça demande beaucoup d'anticipation, beaucoup de maîtrise et du pilotage qui est quand même assez fin et qui est exigeant. C'est quelque chose qui apporte des sensations qu'on adore, hein, une adrénaline qui est vraiment stimulante et qu'on aime, en tout cas que j'aime retourner chercher sur l'eau. Et puis Franck, eh ben, il a une expérience qui est différente de celle de François, une façon de faire qui est parfois un peu différente, mais c'est super riche de ré-questionner certaines choses que j'avais pu acquérir plus tôt ou que j'avais des repères que j'avais en tête et sur lesquels Franck peut réouvrir la discussion. Ouais, donc ça permet de retrouver les bons curseurs, d'essayer de toujours progresser et en se posant des questions, on peut toujours faire mieux, hein, quel que soit le domaine. Et comme disait Franck, naviguer en double sur ces grands ultimes, c'est énormément de compétences, hein, que ça aille de la gestion de soi à le pilotage de ces bateaux-là, au développement des bateaux. Ça recompe énormément de compétences, techniques, humaines, gestion des... Non, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Et alors toi Franck, tes premières sensations à bord de ce bateau contre lequel tu t'es battu, que tu as regardé de loin d'abord. Je me souviens que tu étais un des premiers à avoir amené la dimension aéro sur les Orma notamment. Et là on est vraiment à un échelon beaucoup plus poussé où vraiment on travaille l'aéro et ce bateau est vraiment l'archétype du bateau qui a poussé le curseur le plus loin pour l'instant en aéro. Raconte-moi tes sensations, ta découverte du bateau de l'intérieur. Ouais, bon, déjà, la première fois que je l'ai vu, effectivement, il y a 4 ans, c'était quand même très innovant. On n'avait pas imaginé pouvoir aller aussi loin dans la conception du cockpit, de la coque centrale et à réussir à regrouper à ce point-là les deux. Et donc, même les flotteurs, beaucoup moins de volume de flotteurs également. Tout est en aéro, c'est difficile de faire mieux, même s'il y a des détails qu'on peut améliorer et qu'on a déjà amélioré, je pense. Mais le concept général est extrêmement innovant. Et donc moi, ça me plaît, ce genre de choses. Je trouve que c'est très épuré. Et est-ce que ça fonctionne en mer? Oui, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. On se sent quand même en sécurité. Les réactions du bateau sont saines. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on n'a pas un cockpit habituel, donc pour aller voir dehors, il faut un peu se lever. Moi je suis petit, donc en plus j'ai du mal à me lever. Mais, et à barrer aussi avec une barre électrique, mais qu'on va voir apparaître sur d'autres bateaux aussi. Hein. C'est aussi nouveau. Donc il faut s'y habituer, hein. C'est un bateau avant-gardiste, mais il faut réussir à le comprendre et à bien l'utiliser. Mais il fonctionne bien, il va vite. Quand on regarde les chiffres, ça va quand même vite. Il y a eu un step de passé par rapport à ce que je connaissais avec Gitana auparavant. Notamment au pré, ça va vraiment vite. Donc tout le monde a progressé, hein, mine de rien. Là aujourd'hui, la classe ultime, elle est très homogène. Ce qui est sympa, c'est que ça devient hyper proche, très intense. Et ça va hyper proche, mais tous les bateaux sont capables de gagner et les vitesses, elles ont passé un petit cap, même par rapport à il y a 3-4 ans. Et évidemment, si on regarde les 10 dernières années, c'est énorme la progression qu'il y a eu. C'est assez fascinant de faire partie de ce développement-là et savoir dans 5 ou 10 ans comment sera la course au large et ces bateaux-là. Je pense qu'on les utilise de mieux en mieux parce que justement la concurrence nous pousse à chercher vraiment les bonnes optimisations, les niches de fonctionnement de ces bateaux. Et quand on est à côté du bon réglage, on perd tout de suite 10% et 10% c'est 3 nœuds. Et ça fait des énormes écarts. Donc c'est très très difficile d'être toujours extrêmement juste. Et quand on les passe, ça se voit énormément de l'extérieur. Et dans les duels là, que vous allez livrer, est-ce qu'il y a un secteur clé? Parce que c'est vrai que le niveau de densité est impressionnant. Sur quoi ça va se jouer selon vous là, dans ce match à 4? Bon, c'est un peu tous les éléments de la régate assez classiques à toutes les courses au large. Hein, mais évidemment, on sait que la partie du départ du Havre jusqu'à attraper les alizés, c'est des conditions qui sont normalement plutôt musclées avec des enchaînements de manœuvres. Et donc c'est une partie où il faut réussir à être dans le bon wagon pour attraper les alizés et il peut se jouer déjà des premières choses parce qu'après, souvent les stratégies météo, elles sont un peu plus fixées derrière. Et puis c'est la partie sûrement la plus engagée en termes de conditions météo rencontrées, donc manœuvres et erreurs potentielles de l'équipage ou problèmes techniques. Et donc c'est une phase qu'il faut réussir à bien maîtriser pour être dans le bon wagon, pour enchaîner la suite qui est dans des conditions plus clémentes, en tout cas plus chaude normalement, et où on va chercher plus de la glisse, des hautes vitesses entre descendre vers l'équateur. Et puis après, notre
notre aller-retour avec nos bateaux rapides, on a un parcours qui est particulièrement long, proche de l'île de l'Ascension, à demi-tour pour aller en Martinique. Un sprint final plus facile peut-être, mais... Plus facile en mais vie à bord, en vite, conditions, c'est plutôt des trucs agréables hein, de l'île de l'Ascension à la Martinique. J'ai des très bons souvenirs, des belles couleurs, de la glisse à l'état pur, comme on rêve avec ces bateaux-là au portant. Et en même temps, ça va vite, il faut continuer à piloter et c'est intense jusqu'au bout. C'est engagé, en tout cas, il faut rester concentré jusqu'au bout. Il n'y a pas un moment donné où ça devient facile. Et prendre du plaisir aussi, non? Ouais, on en prend, hein. C'est toujours un plaisir, un stress, c'est ça la haute vitesse, hein. On est sur le fil en permanence, mais on profite des beaux paysages, on profite des lumières à plus haute vitesse, on profite pas mal des embruns, mais c'est pour ça qu'on se cache. Bonne course! Merci. Merci.